J'ai oublié de dire que des portes à double battant de verre dépoli, que j'ouvrais et fermais selon mon humeur, divisaient mon bureau en 2 compartiments, occupés l'un par mes scribes, l'autre par moi-même. Je résolus d'assigner à Bartleby un coin près des portes, mais de mon côté, afin de pouvoir aisément appeler à moi cet homme tranquille si j'avais quelques petites choses à lui faire faire. Je plaçai donc son pupitre dans cette partie de la pièce, tout contre une fenêtre latérale qui avait commandé jadis une vue de biais sur des arrière-cours et des briquetages encrassés, mais qui, du fait de constructions subséquentes, n'offrait plus de vue du tout, bien qu'elle donnât quelques lumières. Un mur se dressait à 3 pieds des vitres, et le jour tombait de très haut, entre 2 édifices altiers, comme d'une toute petite ouverture pratiquée dans un dôme. Afin de rendre cet arrangement plus satisfaisant encore, je dressai un grand paravent vert qui mettrait Bartleby entièrement à l'abri de mon regard, tout en le laissant à portée de ma voix. Ainsi nous nous trouvâmes en quelque sorte unis, mais chacun en privé tout ensemble. Pour commencer, Bartleby abattit une extraordinaire quantité d'écriture. On eût dit d'un homme longtemps affamé de copies et se gorgeant de mes documents. Il ne s'arrêtait pas pour digérer, mais tirait jour et nuit à la ligne, copiant à la lumière du soleil comme à celle des bougies. J'aurais été ravi de son application s'il avait été allègrement industrieux. Mais il écrivait toujours silencieusement, lividement, machinalement. C'est, il va sans dire, une part indispensable du travail du scribe que de vérifier mot à mot l'exactitude de sa copie. Lorsqu'il y a 2 scribes ou plus dans une étude, ils s'assistent mutuellement dans cet examen, l'un lisant la copie, l'autre prenant en main l'original. C'est une besogne ennuyeuse, monotone et soporifique. J'imagine aisément qu'elle puisse être absolument intolérable à certains tempéraments sanguins. Je ne saurais affirmer, par exemple, que le fougueux poète Byron se fût assis d'un cœur content aux côtés de Bartleby pour collationner un document de, disons, 500 pages d'une écriture serrée et chafouine. De temps à autre, j'avais accoutumé, dans la presse du travail, d'aider moi-même à la vérification de quelques brefs documents, appelant d'un don ou la Grinche à cet effet. Si j'avais placé Bartleby aussi près de moi derrière le paravent, c'était précisément pour user de ses services à ces menues occasions. Il était, je crois, depuis 3 jours avec moi et ses propres écritures n'avaient pas encore dû être collationnées, lorsque, fort pressé d'expédier une petite affaire en cours, j'appelai tout à coup Bartleby. Dans ma hâte et dans ma confiance naturelle en son obéissance immédiate, j'étais assis, la tête penchée sur l'original, et ma main droite tendant la copie de flanc avec quelque nervosité, afin que Bartleby pût s'en saisir dès l'instant qu'il émergerait de sa retraite, et se mit au travail sans le moindre délai. Telle était donc exactement mon attitude lorsque je l'appelai en lui expliquant rapidement ce que j'attendais de lui, à savoir qu'il collationnât avec moi un bref mémoire. Imaginez ma surprise, non, ma consternation, lorsque, sans quitter sa solitude, Bartleby répondit d'une voix singulièrement douce et ferme « Je préférerais pas ». Je gardai pendant quelques instants un silence parfait afin de rassembler mes esprits en déroute. L'idée me vint aussitôt que mes oreilles m'avaient abusé ou que Bartleby s'était entièrement mépris sur le sens de mes paroles. Je répétai ma requête de la voix la plus claire que je pusse prendre. Mais tout aussi clairement, retentit la même réponse que devant. « Je préférerais pas ». Avec tout autre que lui, je fusse aussitôt entré dans une colère terrible, et sans daigner rajouter un mot, je l'eusse ignominieusement banni de ma présence.
Mais il y avait quelque chose en Bartleby qui me désarmait étrangement, bien plus qui me touchait et me déconcertait d'une façon extraordinaire. Je me mis à raisonner avec lui. Ce sont vos propres copies que nous allons collationner. Nous vous épargnerons ainsi du travail, puisqu'un seul examen vaudra pour vos 4 exemplaires. C'est l'usage. Tout copiste est tenu d'aider à collationner sa copie. N'est-il pas vrai? Ne parlerez-vous pas? Répondez. Je préfère pas, répondit-il d'une voix flûtée. Il m'avait semblé, tandis que je lui parlais, qu'il retournait soigneusement chacune de mes déclarations dans sa tête, qu'il en saisissait pleinement le sens, qu'il ne pouvait contredire à l'irrésistible conclusion, mais qu'en même temps quelques considérations souveraines l'obligeaient à répondre comme il faisait. Vous êtes donc décidé à ne point faire droit à ma requête, une requête dictée par l'usage commun et le sens commun. Il me donna brièvement à entendre que sur ce point, mon jugement était juste. Oui, sa décision était irrévocable. C'est un fait assez fréquent que si un homme se voit contrecarré d'une manière toute nouvelle et violemment déraisonnable, il commence à être ébranlé dans ses convictions les plus patentes. Il commence bel et bien à soupçonner vaguement que la justice et la raison, quelque prodigieux que cela puisse être, sont entièrement dans l'autre camp. En conséquence, s'il se trouve là quelque personne désintéressée, il se tourne vers elle afin de chercher du renfort pour ses esprits défaillants. Dindon, dis-je, qu'en pensez-vous? Ne suis-je pas dans le vrai? Avec votre permission, monsieur, dit Dindon de sa voix la plus débonnaire, il me semble que vous l'êtes. Et vous, Lagrange, dis-je, qu'en pensez-vous? Je pense qu'à votre place, je le jetterai à la porte du bureau, à coups de pied. Le lecteur pénétrant saisira qu'étant donné l'heure matinale, la réponse de Dindon est couchée en termes polis et paisibles, tandis que celle de Lagrange est véhémente. Ou, pour répéter une phrase antérieure, que la mauvaise humeur de Lagrange est de garde et celle de Dindon au repos. Et vous, Gingembre, dis-je, désireux de rallier les moindres suffrages, qu'en pensez-vous? Je pense, monsieur, qu'il travaille un brin du chapeau, répondit Gingembre en ricanant. Vous entendez, dis-je en me tournant vers le paravent. Sortez de là et faites votre service. Mais il ne daigna pas répondre. Je me débattis quelques instants dans une cruelle perplexité. Cependant, une fois de plus, le travail pressait. Je décidai encore de remettre à plus tard l'examen de ce dilemme. Nous procédâmes avec quelque embarras au collationnement des minutes sans Bartleby, bien que, toutes les 2 ou 3 pages, Dindon avança respectueusement l'opinion que cette manière d'agir était tout à fait inusitée et que Lagrange, en se tortillant sur sa chaise avec une nervosité dyspeptique, émit parfois entre ses dents serrées de grinçantes malédictions à l'adresse de la tête de mule de derrière le paravent. Quant à lui, Lagrange, c'était la première et la dernière fois qu'il faisait le travail d'un autre sans être payé. Cependant, Bartleby siégeait dans son ermitage, oublieux de tout, hormis de ce qui était là sa propre affaire. Quelques jours passèrent, pendant lesquels le scribe s'absorba de nouveau dans une longue tâche. La façon insolite dont il venait de se conduire pour la seconde fois m'incita à observer étroitement ses mouvements. Je constatai qu'il n'allait jamais déjeuner, qu'en fait il n'allait jamais nulle part. Je ne me souvenais pas de l'avoir jamais vu de mes yeux hors de mon bureau. Il montait perpétuellement la garde dans son coin. Vers 11 heures du matin, toutefois, je remarquai que Gingembre s'avançait vers l'ouverture du paravent de Bartleby, comme s'il y avait été silencieusement convié par un geste que je ne pouvais voir de ma place. Le gamin quittait alors l'étude en faisant teinter quelques sous et réapparaissait avec une poignée de biscuits au gingembre qu'il délivrait à l'intérieur de l'ermitage en recevant du biscuit pour sa peine. Il vit donc de biscuits au gingembre, pensai-je.
Il ne prend jamais, à proprement parler, de déjeuner. Il doit donc être végétarien. Mais non, il ne mange même pas de légumes. Il ne mange que des biscuits au gingembre. Mon esprit se perdit alors en rêverie au sujet des effets probables qu'une alimentation consistant exclusivement en biscuits au gingembre pouvait avoir sur la constitution humaine. Les biscuits au gingembre sont ainsi appelés parce que le gingembre participe à leur composition et détermine en fin de compte leur saveur. Qu'était-ce que le gingembre? Une substance épicée, échauffante. Bartleby était-il épicé ou échauffé? Point du tout. Le gingembre n'avait donc aucun effet sur Bartleby. Sans doute celui-ci préférait-il qu'il n'en eût point. Rien n'affecte autant une personne sérieuse qu'une résistance passive. Si l'individu qui rencontre cette résistance ne manque pas d'humanité, et s'il voit que l'agent de la résistance est parfaitement inoffensif dans sa passivité, il fera dans son humeur la plus favorable de charitables efforts pour exposer à son imagination ce qui demeure impénétrable à son jugement. C'est ainsi que je considérais le plus souvent Bartleby et son comportement. Pauvre garçon, pensais-je, il n'a pas de mauvaises intentions. Il est clair qu'il ne cherche pas à être insolent. Sa mine prouve suffisamment que ses excentricités sont involontaires. Il m'est utile. Je puis m'accommoder de lui. Si je le mets à la porte, il tombera sans doute sur un patron moins indulgent. Il sera rudoyé et peut-être en viendra-t-il à mourir misérablement de faim. Oui, voici l'occasion de jouir fort agréablement, à peu de frais, de ma propre estime. Il ne me coûtera rien, ou presque rien, d'être amical avec Bartleby, de me prêter à son étrange entêtement, et du même coup, d'emmagasiner dans mon âme ce qui deviendra éventuellement une friandise pour ma conscience. Pourtant, je n'étais pas toujours de cette humeur. Parfois, la passivité de Bartleby m'irritait. Je me sentais étrangement impatient de provoquer un nouveau conflit, de tirer de lui quelque étincelle de colère qui répondit à la mienne propre. Mais autant chercher à faire jaillir une flamme en frottant ses phalanges contre un savon de Marseille. Une après-midi, cependant, l'impulsion mauvaise prit le dessus en moi et la petite scène suivante se déroula. Bartleby, dis-je, quand vous aurez fini de copier ces pièces, je les collationnerai avec vous. Je ne préférerais pas. Comment? Pour sûr, vous n'entendez pas persister dans cet entêtement de mule? Pas de réponse. Je poussai les battants de la porte et me tournant vers Dindon et Lagrange, je m'exclamai. Bartleby déclare pour la seconde fois qu'il ne veut pas collationner ces pièces. Qu'en pensez-vous, Dindon? C'était l'après-midi, notez-le bien. Dindon flamboyait comme un chaudron de cuivre. Sa tête chauffe fumait. Ses mains vaguaient parmi ses papiers tachés d'encre. Ce que j'en pense, rugit Dindon. Je pense que je m'en vais tout simplement passer derrière son paravent et lui pocher les yeux. Ce disant, Dindon sauta sur ses pieds et lança ses bras en avant dans une posture pugilistique. Il s'élançait déjà pour remplir sa promesse quand je le retins, alarmé de l'effet que j'avais produit en éveillant imprudemment sa combativité après le déjeuner. « Asseyez-vous, Dindon, dis-je. Écoutons ce que va dire Lagrange. Qu'en pensez-vous, Lagrange? Ne serais-je pas en droit de renvoyer immédiatement Bartleby? Excusez-moi, monsieur, c'est à vous d'en décider. Je trouve sa conduite tout à fait anormale, et même injuste envers Dindon et envers moi. Mais ce n'est peut-être qu'une lubie passagère. Ah, m'exclamai-je, vous avez singulièrement changé de ton. Vous parlez de lui avec beaucoup de douceur à présent. C'est la bière, cria Dindon. La douceur est l'effet de la bière. Nous avons déjeuné ensemble aujourd'hui, Lagrange et moi. Vous voyez comme je suis doux, moi, monsieur? Irais-je lui pocher les yeux? Vous voulez parler de Bartleby, je suppose? Non, pas aujourd'hui, Dindon, répondis-je. Laissez vos poings tranquilles, je vous prie. Je fermai les battants de la porte et m'avançai de nouveau vers Bartleby.
La tentation fatale s'était emparée de moi, je le sentais, avec une force accrue. Je brûlais de voir Bartleby se rebeller encore contre moi. Or, je me rappelais qu'il ne quittait jamais l'étude. Bartleby, dis-je, Gingembre est parti. Faites un saut jusqu'à la poste, voulez-vous ? C'était une course de 3 minutes. Et voyez s'il y a quelque chose pour moi. Je préférerais pas. Vous ne voulez pas ? Je préfère pas. Je regagnai mon bureau en chancelant et me perdis dans une méditation profonde. Mais mon impulsion aveugle revint. Comment pouvais-je m'attirer encore une ignominieuse rebuffade de la part de ce chétif pauvre R, mon employé à gage ? Quelle était la chose parfaitement raisonnable qu'il refuserait certainement de faire ? Bartleby ? Pas de réponse. Bartleby, dis-je, en élevant la voix. Pas de réponse. Bartleby, tonnai-je. Tout comme un fantôme soumis aux lois de l'incantation magique, à la 3e sommation, il parut à l'entrée de son ermitage. Allez dans la pièce voisine et dites à Lagrange de venir me trouver. Je préfère pas, dit-il lentement et respectueusement. Puis il disparut avec douceur. Très bien, Bartleby, dis-je d'un ton tranquille et mesuré, empreint d'une sorte de sévérité sereine qui dénotait la décision irrévocable de recourir à quelque châtiment imminent et terrible. Sur le moment, peut-être avais-je en effet une intention de ce genre. Mais à tout prendre, comme l'heure de mon déjeuner approchait, je jugeai préférable pour cette fois de mettre mon chapeau et de rentrer chez moi, plongé dans une perplexité et dans un désarroi profond. L'avouerai-je, la conclusion de toute cette affaire se trouva être la suivante. Ce fut bientôt chose avérée qu'un jeune et pâle scribe du nom de Bartleby avait dans mon étude un pupitre, qu'il faisait de la copie à mon compte au tarif habituel de 4 sous le folio, 100 mots, mais qu'il était définitivement exempté de collationner son propre travail, ce soin étant dévolu à Dindon et à Lagrange, sans doute en manière de compliment pour leur acuité supérieure. Qu'en outre, le dit Bartleby ne devait jamais, sous aucun prétexte, être envoyé en course, quelque insignifiante que celle-ci pût être. Que si pourtant on le suppliait de bien vouloir en faire une, il était généralement entendu qu'il préférerait pas, en d'autres termes, qu'il refuserait de but en blanc. À mesure que les jours passèrent, je me réconciliai dans une très grande mesure avec la personne de Bartleby. Son application, son éloignement de toute dissipation, son activité incessante, sauf lorsqu'il lui plaisait de se mettre à rêver debout derrière le paravent, sa grande tranquillité, son comportement inaltérable en toutes circonstances, faisaient de lui une précieuse acquisition. Mais le grand point était qu'il était toujours là. Le premier le matin, continuellement présent tout le long du jour, et le dernier le soir. J'avais une confiance singulière en son honnêteté. Je sentais que mes papiers les plus précieux étaient parfaitement en sûreté entre ses mains. Assurément, il m'arrivait parfois, je n'aurais pu m'en empêcher quand il y fut allé du salut de mon âme, de piquer une colère soudaine, spasmodique à son encontre. Car il était extrêmement difficile de garder constamment présents à l'esprit les particularités et les privilèges étranges, les exemptions inusitées qui formaient les conventions tacites selon lesquelles Bartleby restait à mon étude. De temps en temps, dans ma hâte d'expédier des affaires pressantes, j'enjoignais par inadvertance à Bartleby, d'un ton bref et rapide, de mettre le doigt, disons, sur la ficelle d'un cachet de cire rouge dont je voulais sceller quelques papiers. La réponse habituelle « je préfère pas »
s'élevait alors à coup sûr derrière le paravent. Et comment une créature humaine, affligée des communes infirmités de notre nature, eût-elle pu s'empêcher de se récrier devant une telle perversité, une telle déraison? Cependant, chaque nouveau refus que j'essuyais avait pour seul effet de réduire mes chances de refaire le même faux pas. Je dois mentionner ici que selon l'usage de la plupart des hommes de loi, qui ont des bureaux dans des immeubles de population dense, plusieurs clés étaient affectées à ma porte. L'une d'elles se trouvait dans les mains d'une femme qui habitait sous les toits et qui était chargée de frotter chaque semaine, ainsi que de balayer et d'épousseter chaque jour mes locaux. D'un don on avait une seconde pour des raisons de commodité. Je portais parfois la troisième dans ma poche. Quant à la quatrième, j'en ignorais le détenteur. Or, certains dimanches matins, je me rendis à l'église de la Trinité pour entendre un célèbre prédicateur, et me trouvant en avance sur les lieux, je décidai d'aller faire un tour au bureau. J'avais heureusement ma clé sur moi. Mais lorsque je l'appliquai à la serrure, je constatai qu'elle rencontrait une résistance intérieure. Fort surpris, j'appelai. À ma consternation, quelqu'un tourna alors une clé du dedans, après quoi, projetant son maigre visage à travers la porte qu'il tenait entrebâillée, Bartleby apparut en bras de chemise et par ailleurs dans un déshabillé étrangement loqueteux. Il me déclara tranquillement qu'il regrettait, mais qu'il était fort occupé pour l'instant et qu'il préférait ne pas me recevoir au moment même. Puis il ajouta un mot ou deux pour expliquer brièvement que je ferais peut-être mieux de tourner 2 ou 3 fois autour du pâté de maison et que d'ici là, il aurait sans doute terminé ses affaires. L'apparition parfaitement inattendue de Bartleby entend de la sorte mon étude un dimanche matin, avec sa nonchalance cadavérique et distinguée, mais aussi avec son air de fermeté et de sang-froid. Cette apparition, dis-je, eut sur moi un effet si singulier que je m'éloignai incontinent de ma propre porte et fis comme il le désirait. Non point d'ailleurs sans quelque sursaut d'impuissante révolte contre la suave effronterie de cet inexplicable scribe. En vérité, c'était surtout son extraordinaire suavité qui me désarmait, ou pour mieux dire m'émasculait, car je considère comme temporairement privé de sa virilité un homme qui laisse tranquillement son employé à gage lui dicter ses volontés et le chasser de ses propres appartements. En outre, j'étais fort inquiet de ce que Bartleby pouvait bien faire dans mon étude, en bras de chemise, et d'une manière générale, dans un appareil aussi débraillé, un dimanche matin. Se passait-il quelque chose d'incorrect? Non, cela était hors de question. On ne pouvait soupçonner Bartleby d'être un personnage immoral. Mais que diantre faisait-il là? De la copie? Pas davantage. Quelles que puissent être ses excentricités, Bartleby était une personne éminemment protocolaire. Il eût été le dernier à s'asseoir à son pupitre dans une condition voisine de la nudité. Au surplus, c'était dimanche, et il y avait quelque chose en Bartleby qui interdisait de supposer qu'il pût violer, par une occupation profane, les interdits de la journée. Néanmoins, mes esprits n'étaient point apaisés. C'est plein d'une inquiète curiosité que je regagnai enfin ma porte. J'introduisis la clé sans rencontrer de résistance, ouvris et entrai. Point de Bartleby. Je regardai vivement autour de moi, jetai un coup d'œil derrière le paravent, mais il était clair que mon homme avait disparu. Un examen plus minutieux des lieux me donna à penser que depuis un temps indéterminé, Bartleby devait manger, s'habiller et dormir dans mon étude, et cela sans assiette, miroir ni lit. Le siège capitonné du vieux sofa bancal qui meublait un coin portait la vague empreinte d'une maigre forme couchée. Je trouvai une couverture roulée sous son pupitre. Sous la grille vide de l'âtre, une boîte de cirage et une brosse. Sur une chaise, une cuvette de fer blanc, du savon et une serviette en loques.
Dans un journal, quelques miettes de biscuit au gingembre et un morceau de fromage. Oui, pensais-je, il est manifeste que Bartleby a fait de ce lieu son logis, qu'il y tient tout seul ses quartiers de célibataires. Et aussitôt m'envahit la pensée de l'absence de tout ami, de la solitude ô combien misérable qui se trahissait là. Sa pauvreté était grande, mais son abandon combien horrible. Qu'on y songe, le dimanche, Wall Street est aussi désert que Petra, et chaque soir de chaque jour c'est le vide. Cette maison, elle aussi, qui bourdonne en semaine d'une vie industrieuse, n'éveille en écho à la tombée de la nuit que le désert, et tout le long du dimanche demeure abandonnée. Or c'était là que Bartleby habitait, unique spectateur d'une solitude qu'il avait vue toute peuplée, espèce de Marius innocent, échangé rêvant sur les ruines de Carthage. Pour la première fois de ma vie, une insurmontable et lancinante mélancolie s'empara de moi. Je n'avais connu jusqu'alors qu'une tristesse non dépourvue de charme. Mais le lien d'une humanité commune m'entraîna alors de manière irrésistible dans le spleen. Mélancolie fraternelle, car Bartleby et moi étions tous deux fils d'Adam. Je me souvins des soies chatoyantes et des visages étincelants que j'avais vus ce jour-là en tenue de gala, flotter comme des cygnes sur le Mississippi de Broadway, et je les comparais aux blafards copistes, pensant à part moi. Ah, le bonheur courtise la lumière, aussi croyons-nous que le monde est joyeux. Mais le malheur, lui, se cache, et nous croyons qu'il n'existe pas. Ces tristes rêveries, chimères sans doute d'un cerveau troublé et divagant, amenèrent d'autres pensées plus particulières, touchant les excentricités de Bartleby. Le pressentiment que j'allais faire d'étranges découvertes m'envahit. La forme pâle du scribe m'apparut couchée, parmi des étrangers indifférents, dans un linceul glacial. Soudain, je fus attiré par le pupitre fermé de Bartleby, dont la clé était restée en évidence dans la serrure. Je n'ai point de mauvais dessein. Je ne cherche pas à satisfaire une froide curiosité, pensai-je. En outre, le pupitre m'appartient, et son contenu également. Je prendrai donc sur moi de regarder à l'intérieur. Tout apparut méthodiquement rangé, les papiers disposés avec soin. Les casiers étaient vastes et, déplaçant les piles de documents, je tâtonnais dans leur profondeur. Je sentis quelque chose et le tirai au dehors. C'était un vieux madras au coin noué, assez pesant. Je l'ouvris et me trouvai en présence d'une caisse d'épargne. J'évoquai alors tous les mystères tranquilles que j'avais observés chez cet homme. Je me souvins qu'il ne parlait jamais, sinon pour répondre, que bien qu'il eût parfois beaucoup de temps à lui, je ne l'avais jamais vu lire, non, pas même un journal. Que durant de longues périodes, il restait debout derrière le paravent à contempler, à travers sa pâle fenêtre, le mur de briques aveugles. Que, j'en étais tout à fait sûre, il ne fréquentait jamais ni restaurant ni table d'hôte. Que, son visage livide le révélait clairement, il ne buvait jamais de bière comme Dindon, ni même de thé ou de café comme les autres hommes. Qu'à ma connaissance, il n'allait jamais nulle part en particulier. Qu'il ne sortait jamais pour se promener, à moins que ce ne fût présentement le cas. Qu'il avait refusé de me dire qui il était, d'où il venait, et s'il n'avait aucun parent en ce monde. Que, malgré sa pâleur et sa maigreur extrême, il ne se plaignait jamais d'être malade. Par-dessus tout, je me rappelais cette expression inconsciente de blafarde, comment dirais-je, mettons de blafarde hauteur, ou plutôt d'austère réserve qu'il prenait parfois. Expression qui m'avait positivement intimidée, au point que j'en étais venue à me plier docilement à ses excentricités, à ne plus oser lui demander la moindre vétille, alors même que son immobilité prolongée me donnait à croire qu'il était là, debout derrière le paravent, perdu dans l'une de ses rêveries, face au mur aveugle.
Comme je retournais dans mon esprit toutes ces choses en les rapprochant de la découverte récente que Bartleby faisait de mon étude sa résidence et son chez lui constant, sans oublier ses caprices morbides. Comme je retournais toutes ces choses, un sentiment de craintive prudence m'envahit. Mes émotions premières avaient été de pure mélancolie et de la plus sincère pitié. Mais à mesure que la détresse de Bartleby prenait dans mon imagination des proportions de plus en plus grandes, cette même mélancolie se muait en frayeur, cette pitié en répulsion. Tant il est vrai et terrible à la fois que jusqu'à un certain point, l'idée ou la vue du malheur mobilise nos meilleurs sentiments, mais que, dans certains cas particuliers, au-delà de ce point, elle ne les commande plus. Il serait erroné de croire que ce phénomène soit dû invariablement à l'égoïsme inhérent au cœur humain. Il procède plutôt d'une certaine désespérance de pouvoir remédier à un mal excessif et organique. Pour un être sensible, la pitié souvent est souffrance. Lorsqu'on voit finalement que d'une telle pitié ne saurait sortir un secours efficace, le sens commun ordonne à l'âme de s'en débarrasser. Ce que j'avais vu ce matin-là me persuada que le scribe était victime d'un désordre inné, incurable. Je pouvais faire l'aumône à son corps, mais son corps ne le faisait point souffrir. C'était son âme qui souffrait, et son âme, je ne pouvais l'atteindre. Je n'accomplis pas le dessein que j'avais formé de me rendre à l'église de la Trinité ce matin-là. Pour une raison ou pour une autre, les choses dont j'avais été témoin me rendaient momentanément inapte à la fréquentation d'une église. Je rentrai chez moi à pied en débattant de la conduite à tenir à l'égard de Bartleby. Finalement, je pris la résolution suivante. Le lendemain matin, je lui poserai calmement certaines questions sur son histoire, etc. Et s'il refusait d'y répondre ouvertement et sans réserve, comme sans doute il le préférerait, je lui donnerais un billet de $20 en sus de ce que je pourrais lui devoir, et je lui dirais que je n'avais plus besoin de ses services, tout en lui déclarant que si je pouvais lui être utile par ailleurs d'une manière ou d'une autre, je serais heureux de le faire. Notamment s'il désirait regagner son pays natal, quel qu'il pût être. Je l'aiderais volontiers à payer ses dépenses. De plus, si une fois parvenu chez lui, il se trouvait avoir besoin de secours à un moment quelconque, une lettre de lui ne resterait certes pas sans réponse. Le lendemain matin arriva. « Bartleby ?» dis-je, l'appelant doucement à travers le paravent. Pas de réponse. « Bartleby ?» dis-je d'un ton plus doux encore. « Venez ici. Je ne vais pas vous demander quelque chose que vous préféreriez ne pas faire. Je désire simplement vous parler. » Là-dessus, il apparut sans bruit. « Voulez-vous me dire, Bartleby, où vous êtes né ? » ?»« Je préférerais pas. »« Voulez-vous me dire quoi que ce soit en ce qui vous concerne ? » ?»« Je préférerais pas. » »« Mais quel motif raisonnable pouvez-vous avoir de ne pas me répondre ? Je me sens de l'amitié pour vous. » Tandis que je lui parlais, il ne me regardait pas, mais tenait son regard fixé sur mon buste de Cicéron, qui, vu la façon dont j'étais assis, se trouvait juste derrière moi, à quelques 6 pouces au-dessus de ma tête. « Quelle est votre réponse, Bartleby ?» demandai-je, après avoir attendu un temps considérable, pendant lequel sa physionomie demeura impassible, encore que ses lèvres blanches et amincies tremblassent imperceptiblement. « Pour l'instant, je préfère ne pas donner de réponse, dit-il, et il se retira dans son ermitage. Ce fut de ma part une faiblesse, je l'avoue, mais son attitude à cette occasion me piqua. Non seulement elle semblait impliquer un certain dédain tranquille, mais sa perversité apparaissait comme de l'ingratitude, étant donné la bienveillante indulgence que je lui avais indéniablement témoignée. Je me mis de nouveau à ruminer ce qu'il me fallait faire. Mortifié comme je l'étais par sa conduite, et résolu comme je l'avais été à le renvoyer dès qu'il serait entré dans mon bureau,
J'avais néanmoins l'impression étrange qu'une force mystérieuse frappait à lui de mon cœur, m'interdisant d'accomplir mon dessein et me taxant de scélératesse au cas où j'oserais proférer une seule parole amère contre le plus abandonné des humains. En fin de compte, attirant familièrement ma chaise derrière son paravent, je m'assis auprès de lui et lui dis : « Bartleby, ne vous souciez donc plus de me révéler votre histoire, mais laissez-moi vous supplier en ami de vous plier autant que possible aux usages de cette étude. Dites à présent que vous nous aiderez à collationner les pièces demain ou après-demain. En un mot, dites que dans un jour ou deux, vous commencerez à être un peu raisonnable. Dites cela, Bartleby. Pour l'instant, je préférerais ne pas être un peu raisonnable, fut sa réponse suavement cadavérique. À ce moment précis, les battants de la porte s'ouvrirent et la Grinch s'approcha. Il semblait souffrir des suites d'une insomnie particulièrement pénible, provoquée par une indigestion plus grave que de coutume. Il entendit les derniers mots de Bartleby. « Préférerais ne pas être, hein, grâce à la Grinch. Je lui montrerais mes préférences, moi, monsieur, si j'étais à votre place. » Ici, il se tourna vers moi. « Je lui en donnerais des préférences à cette tête de mule. Qu'est-ce donc, monsieur, s'il vous plaît, qu'il préfère ne pas faire maintenant ?» Bartleby ne bougea pas d'un membre. « Monsieur Lagrange, dis-je, je préférerais que vous vous retirassiez pour le moment. » Depuis quelque temps, j'avais pris l'habitude de dire involontairement « préféré » en toutes sortes de circonstances où ce mot n'était pas parfaitement approprié. Et je tremblais à la pensée que mon commerce avec le scribe avait déjà sérieusement affecté mon état mental. À quelle nouvelle et plus profonde aberration ne risquais-je pas de me voir conduit ? Cette crainte n'avait pas été sans influer sur ma détermination de recourir à des mesures sommaires. Tandis que la Grinch s'éloignait avec une mine aigre et renfrognée, Dindon s'approcha d'un air déférent et débonnaire. « Sauf votre respect, monsieur, dit-il, je pensais hier à Bartleby, et je crois que s'il préférait seulement prendre tous les jours un quart de bonne bière, cela contribuerait beaucoup à l'amender et lui permettrait de nous aider à collationner sa copie. » « Ainsi donc, vous avez attrapé le mot, vous aussi, m'écriai-je, non sans quelque excitation. »« Sauf votre respect, quel mot, monsieur ?» demanda Dindon, qui s'insinua respectueusement dans l'espace exigu et encombré, ménagé derrière le paravent, me faisant heurter le scribe du même coup. « Quel mot, monsieur ? » « Je préférerais qu'on me laisse tranquille ici, dit Bartleby, comme offensé de se voir harcelé de la sorte dans sa retraite. « Voilà le mot, Dindon, dis-je, le voilà. »« Ah, préféré, oui, un drôle de mot. Quant à moi, je ne m'en sers jamais. Mais monsieur, comme je le disais, si seulement il préférait... » « Dindon, interrompis-je, vous voudrez bien vous retirer. »« Oh, certainement, monsieur, si vous le préférez. » Comme il ouvrait le battant de la porte pour quitter la pièce, la Grinch m'aperçut de son pupitre et me demanda si je préférais qu'il copiât un certain document sur du papier bleu ou sur du papier blanc. Il ne mit, se disant, aucun accent expiègle sur le mot « préféré ». Je pensai, à part moi, qu'il me fallait à toute force me débarrasser d'un dément qui nous avait déjà, jusqu'à un certain point, tourné la langue, sinon la tête, à moi et à mes employés. Mais je jugeai prudent de ne pas lui signifier son renvoi sur le champ.